Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Nous mettons ce BADA en ligne le 30 décembre, c'est-à-dire qu'il vous reste encore aujourd'hui et demain pour participer à notre campagne de financement et profiter de la défiscalisation qui nous est offerte par l'administration. Nous allons nous retrouver maintenant autour de Jeanne Herry, puisque vous nous rejoignez dans cette série de BADA qui a pour but de mettre des visages sur les acteurs et les artisans du monde de la culture. Vous nous rejoignez pour la seconde partie de cette conversation avec la réalisatrice de Pupille. Il y a un personnage qui m'est très souvent venu à l'esprit quand j'ai vu votre film à sa sortie, et de nouveau, quand j'ai lu le scénario commenté que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer, qui est d'ailleurs un scénario où vous parlez à vous-même d'une certaine manière, vous précisez pour vous Ouais. le sens d'une scène, le sens d'un plan, et en même temps vous en faites part à vos comédiens. Mais ce personnage, c'est Claude Sautet. Est-ce que les films de Claude Sautet ont une importance dans votre vie de spectatrice? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Moi, je me suis souvent dit qu'il y avait des endroits où de sensibilité commune, il y a quelque chose dans, non pas de comparable, mais quelque chose, à atteindre en tant que moi-même scénariste et réalisatrice dans la qualité de la direction d'acteurs, dans la qualité des dialogues, dans, l'originalité la qualité des liens qui sont montrés, qui sont jamais, convenus. Il y a toujours beaucoup d'originalité, beaucoup de profondeur. Oui, c'est quelqu'un que j'admire énormément, dont j'aime beaucoup, beaucoup les films. Je prends énormément de plaisir à voir les films de Claude Sautet toujours, même ceux que j'aime un peu moins. J'aime ses dessins de personnages, féminins, masculins. Je trouve il réactive tout le temps les thèmes quoi, l'amour, l'amitié. C'est quelqu'un qui devait aimer le lien, j'imagine et les autres. En tout cas, ça l'intéressait et moi, il y a que ça qui m'intéresse aussi, le lien. Et c'est vrai que dans le film, il y a, notamment il y avait une référence, c'était un film qui devait se tourner en Bretagne, qui s'est qui qui qui, qui s'est peu tourné en Bretagne, un petit peu au début, pour le décor de la maison de Jean, du personnage de Gilles Lelouch. On était en Bretagne, mais sinon on est rapidement retourné en région parisienne et moi, je voulais beaucoup, de cette pluie, bretonne que j'aime et que je connais bien et c'est vrai que, il y a une séquence que j'ai vraiment mise sous une pluie battante, et Claude Sautet adorait ça aussi évidemment, on en avait rigolé un jour avec Jean-Loup Dabadi, c'est très chic, où il disait, voilà, où il disait que c'était quand même toujours, un des éléments, c'est sous la pluie, quoi. C'est dehors et c'est sous la pluie. Heu, Parce que ça provoque quelque chose chez les acteurs, parce que ça parle aux sensations des spectateurs tout de suite, la pluie. On y est, il y a quelque chose qui nous parle, qui parle à notre peau quelque part et ça presse les acteurs dans le jeu. Ils sont obligés de faire avec, de composer avec cette pluie et du coup, même quand ce qu'ils jouent est très important, il y a toujours, l'élément pluie qui vient les contraindre un peu, qui vient les et la contrainte, c'est très, très bon, hein, pour la créativité. Donc il y avait une séquence où j'avais vraiment mis de la pluie battante et puis aussi parce que j'avais beaucoup de séquences qui pouvaient ne se passer et il y en a beaucoup que dans des bureaux un peu dégueulasses, avec des mobiliers horribles, et donc moi ça me dérange pas parce que j'y vois quand même beaucoup de romanesque mais c'est vrai que dès que je pouvais les sortir de là et les faire marcher, engager le corps un petit peu, c'était intéressant et c'était important pour moi, pour pas qu'on soit complètement asphyxié dans les bureaux là. Donc voilà le passage de la pluie, mais alors on a un truc, lui il adore, la pluie et moi j'aime beaucoup aussi. Par contre, il a un truc qu'il adore et alors moi je pas du tout, c'est qu'il adore les figurants. Alors lui, il mettait de la figuration partout dans les cafés, c'est bondé de monde, il y a des et ça parle et il y a des gens partout et dans tous les recoins du cadre, on voit des gens derrière, toujours les cafés sont bondés,
ça sent la clope et moi la figuration, c'est vraiment parce que je suis obligée, mais si je pouvais m'en passer, moi, alors après ça fera un monde, très Covid, hein, avec personne dans la rue, mais je n'aime pas ça, ça me vraiment ça me fait super chier. Donc bon, là-dessus, on se ressemble pas. Je reviens à votre scénario. À un moment donné, vous utilisez l'expression, enfin à plusieurs moments donnés, mais vous dites c'est un personnage point de vue ou ça n'est pas un personnage point de vue. Est-ce que vous pouvez développer cette notion-là? Oui, pour moi, c'est très important, parce que je sais qu'après la mise en scène, ça sera important. Il y a des gens par lesquels on regarde l'action, on est dans leur point de vue, voilà. C'est par eux qu'on rentre dans les scènes où leur regard est important. C'est le regard qu'ils portent sur les autres qui est important. Parfois, c'est le film qui est point de vue, qui regarde ses personnages et puis parfois, c'est un des personnages qui est point de vue. Hem il y a dans tous les films, je pense que c'est comme ça, par exemple, dans Un prophète de Jacques Audiard, c'est ça me vient là. On voit très bien que le personnage point de vue, c'est le personnage principal. Le film regarde le personnage principal, mais le personnage principal regarde les autres et regarde les autres et on ne voit pratiquement que ce qu'il en voit lui. On ne voit jamais Nils Arestrup pratiquement, sauf à deux trois exceptions près, autrement que dans son regard et moi là, oui, j'avais mon personnage point de vue principal, c'était celui de Sandrine Kiberlin, aussi parce qu'il est désirant. Il désire beaucoup le personnage de Gilles et du coup, on passe beaucoup par ses regards silencieux à elle et quelque part, le personnage aussi, de Stéphie Selma qui est une des sages-femmes qui accouche, la maman qui vient remettre le bébé. Pour moi aussi, était un personnage point de vue, mais en fait, il y en a pas tant que ça. Sinon évidemment, c'est le film qui regarde ses héroïnes et ses personnages et c'est mais je sais pas, pour moi, c'est très précis quand j'écris. Alors je sais pas si c'est précis après, quand on regarde, mais Dans un film, il y a des acteurs, on en a parlé beaucoup, et on voit à quel point ils comptent pour vous, à quel point leur choix accompagne l'écriture d'un scénario, mais il n'y a pas que les acteurs. Il y a, par exemple, le directeur de la photo ou le chef opérateur. Enfin, euh, il peut y avoir des divergences de vues entre la réalisatrice et et l'ingénieur du son et le directeur de la photo et le monteur ou la monteuse plus tard. Comment ça s'est passé pour vous, cette collaboration avec ces autres corps de métier qui sont si essentiels à la fabrication d'un film? oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une grande armée quand même qui se met en marche une fois qu'on sort de la solitude de l'écriture. On va embrasser comme ça un gros collectif. Ce gros collectif est compartimenté, il est pyramidal, il y a des chefs de poste, donc voilà, le chef déco, le chef opérateur, le 1er assistant, chef monteur et en dessous de eux, il y a leurs collaborateurs à eux, leur premier assistant, leur assistant, leur machin, tout ça et donc c'est vrai que la collaboration avec les chefs de poste est très importante. Le fait que la chef costumière aussi et cetera, ils doivent comprendre parfaitement le sens de ce qu'on écrit et aller, là où on veut aller, vous nous aider à nous y rendre, on va dire. Le chef opérateur, c'est évidemment, un collaborateur, très, très important, qui est là en partie en prépa et puis pendant le tournage, puis plus et c'est vrai que pendant le tournage, pendant le braquage de la banque, c'est très important parce qu'il est là on est ensemble tout le temps et c'est le moment où on doit composer avec, toutes les contraintes de temps notamment et de décor et de lumière et cetera. Moi, il se trouve qu'il y a des endroits de la création, de l'endroit de que je maîtrise plus ou moins quoi. Voilà, il se trouve que la lumière, le chef opérateur, il va être là pour faire la lumière et aussi le cadre. Donc, le découpage technique des scènes en axes, en plan séquence ou non, en valeur de cadre. Toutes ces techniques-là, moi, m'intéressent beaucoup et j'ai un gros point de vue. En revanche, en ce qui concerne la lumière, comment éclairer les scènes,
je suis complètement nulle. Donc, je suis incapable, moi, d'éclairer quelqu'un. Je ne saurais pas où mettre, quoi mettre, je suis complètement nulle. Donc je suis totalement à la merci, de mon chef opérateur à qui je donne des désirs de volonté de «j'aimerais qu'on ressente ça, j'aimerais qu'il y ait ça comme type de rendu», mais je suis totalement à sa merci pour comment s'y rendre, comment l'avoir ce rendu. Je suis obligée de me laisser faire totalement, et après je dis: «Ah bah non, c'est pas ça que je voulais, ça me paraît un peu comme ci, un peu trop comme ça» et cetera. Donc il y a ces deux endroits et il faut savoir que le chef opérateur est lui-même au sous ses ordres, il y a 2 chefs de poste. Il y a le chef machinot et le chef électro. Le chef électro va être celui qui va placer ses lumières justement avec son équipe d'électro, de toute la mise en place technique, de la lumière, et le chef machinot a en dessous son équipe à lui qui va être justement tout ce qui est de l'ordre du découpage technique. Est-ce qu'on met un travelling? Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui? Et pour ce plan, un steadicam ou une dolly ou et cetera. Est-ce qu'il y a des rails? Est-ce qu'il y a bon bref. Donc il est très, très important et il a beaucoup de pouvoir. J'ai collaboré sur Pupille avec un chef op que je ne connaissais pas avant, qui s'appelle Sofiane El Fani, qui avait fait entre autres, La vie d'Adèle, Timbuktu. Un garçon très, très doux, très gentil et très, talentueux et sensible. Voilà, je cherchais quelqu'un de très sensible, pour faire un film très sensible et en fait, on s'est très bien entendus en prépa, mais après sur le tournage, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Il y a quelque chose, de l'ordre de l'alliance. Notre alliance n'a pas eu lieu, en fait. Pas vraiment. Si, puisque on a été au bout du film et on y a été, quand même avec des rapports, on va dire, cordiaux et il y a eu des tensions, mais dû au fait que moi, pour le coup, autant la lumière, j'y connais rien et je suis bien obligée de de faire confiance et d'encourager et d'être vigilante sur le résultat, mais autant le découpage technique, moi je découpe mes scènes, chaque scène en amont, assez, précisément. J'ai toujours une idée de ce que je veux faire quand j'arrive sur le tournage. Je sais que je veux qu'on mette la caméra là, et que les acteurs soient placés comme ci, puis comme ça et j'ai un plan B, voilà, j'ai un plan A, je veux dire, tout le temps et puis après, moi mon truc, c'est de dire: «On le fait, on essaye de faire ce à quoi j'ai pensé et puis si ça marche pas ou si c'est moi pas terrible et ben, on améliore ensemble et là tu viens et tu m'aides et on améliore et on trouve des solutions ensemble. Ça, cette méthode-là que j'ai moi, ne lui convenait pas, je pense et du coup, je me suis retrouvée avec quelque chose qui est très, 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 très éprouvant, avec certains techniciens. C'est que comme ils ont plus de technique, tout d'un coup, ils se mettent à faire de l'obstruction. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, «Ouais, ouais, bah, on va le faire, super, essayons», même s'ils sont pas convaincus, ils vont dire: «Oh non, oh ça va pas être très joli ça». Donc moi, j'ai suffisamment d'expérience maintenant pour dire: «Bah, écoute, on va voir, essayons et puis on verra ensemble si c'est pas très joli». Mais déjà, ces petites conversations, le fait d'avoir à convaincre quelqu'un, bon voilà, tout ça peut enrayer le processus. D'abord, ça prend du temps et puis ça prend de la confiance, pour moi, je veux dire. Tout d'un coup, quelqu'un qui dit: «Oh, je le sens pas trop, c'est pas terrible ça» ou machin, ça prend beaucoup de confiance et que j'en ai quand même besoin de la confiance. On est quand même assez bizarrement, à la fois très entourés et très seuls, à faire nos choix. Donc en gros, ça a été un petit bras de fer pratiquement silencieux où, j'ai dû me battre pour avoir ce que je voulais moi et au final, en gros, je me suis sentie pas très, soutenue par mon chef opérateur et lui ne s'est pas très senti très soutenu par sa réalisatrice. C'est-à-dire que je pense qu'il pensait que ce serait plus collaboratif, qu'il pourrait lui-même, en gros, qu'on allait trouver toutes les idées ensemble, quand bien même j'avais déjà, moi, pas mal d'idées, en fait. Donc il n'a pas trouvé sa place, il s'est pas senti très bien avec moi et moi je me suis pas sentie très bien avec lui et ça ne présage rien de comment il se sentirait avec d'autres gens et à quel point, au final, il a vraiment fait le job. Donc j'en suis contente. Mais humainement, en fait, on a c'est déjà suffisamment, difficile de tenir ce temps, de tenir ces budgets, de tenir les imprévus, de toute cette gestion humaine, qui est très demandante. Heu, Ce serait bien passé de ces bras de fer inutiles.
Le chef opérateur et beaucoup d'autres collaborateurs, les comédiens et comédiennes, bien sûr, disparaissent au moment du montage. Et là, il y a un autre personnage, la monteuse ou le monteur, dans votre cas, qui lui aussi peut influer sur la manière dont vous allez fabriquer la version définitive de votre film. Est-ce que c'est votre cas pour Pupille? Oui, bien sûr. Le monteur, c'est très l'étape du montage est une étape, cruciale évidemment parce qu'en fait, c'est la troisième et dernière écriture du film. Il y a une première écriture, avec le scénario, une deuxième écriture dans la mise en image. On écrit le film par, les images qu'on fabrique et puis après on assemble ces images, sur la base de la première écriture, mais on s'aperçoit que la première écriture a ses limites évidemment, que le scénario tient jusqu'à un certain point. Il y a des moments où il ne tient plus dans la structure, dans sa longueur, dans certaines scènes qui deviennent parce qu'incarnées, il y a des scènes qui sautent, qui sont plus utiles. Donc cette dernière écriture, il faut vraiment trouver les choses, les finaliser, trouver enfin le film. Donc c'est une collaboration, qui est un peu, qui est un choc au départ parce qu'on passe de ce grand et large collectif qui la plupart du temps pour moi est hyper euphorisant, c'est vraiment un moment où moi je suis à la fois très fatiguée mais très en ébullition, en émotion et en reconnaissance car j'adore mes collaborateurs. Hem Tout d'un coup, c'est un moment de solitude, intense. On repasse à 2 dans une salle, souvent sombre, petite et on est confronté à des images et ces images, au début, on s'est dit qu'elles étaient nickel et puis une fois qu'on les a assemblées, on trouve ça nul. Donc on se dit, «Oh putain, ça marche pas, c'est dégueulasse, j'ai fait de la merde, j'ai pas de film» et cetera. Donc c'est un peu le moment de la dépression, et Oui, de c'est après l'accouchement. mais c'est, ouais, c'est encore on est encore un peu dedans, hein, moi je trouve, hein. Ouais. On est même carrément dedans, mais heu, il y a eu une première délivrance, c'est vrai. Il y a eu une première délivrance qui est la fin du tournage, où on a été au bout d'un marathon aussi physique et très, très, très intense. Pour tout le monde, on termine tous, complètement laminés de fatigue, mais ça c'est très aussi joyeux quelque part de partager cette fatigue. Après, ou le montage, oui, c'est de la dentelle, voilà, c'est que de la dentelle. Et c'est génial, hein, mais il y avec des moments de doute, énormes et des moments de satisfaction et c'est sûr que là, l'alliance doit se faire aussi. C'est un endroit technique donc si on tombe sur un technicien, c'est pareil, qui dit, «Oh non, là, ce que tu veux, ça marche pas ça marchera pas, autant pas l'essayer», ce qui est une position qui est vraiment exaspérante. Ça n'est absolument pas le cas avec mon monteur qui a bien compris, mais comme la plupart des autres, hein, aussi, que il faut essayer les choses et puis qu'on voit après si c'est de la merde. Donc moi je suis assez, pas pointue, mais, au fait du montage. J'aime bien le montage et j'ai mes idées et après la collaboration se fait très bien. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est lui qui dépatouille, des moments où c'est moi qui trouve la solution. C'est équilibré, je dirais, je crois. Est-ce qu'on peut refaire un petit calendrier? Combien de temps pour le scénario? Combien de temps pour le tournage? Combien de temps pour le montage? On va dire, 4 mois pour en ce qui concernait Pupille, moi j'ai fait 4 mois de documentation. Après, j'ai fait à peu près une grosse année d'écriture, pour faire venir cette documentation dans la fiction, voilà, le romanesque, les enjeux, les personnages, tout ça. Puis après il y a eu quelques mois pour monter le film et encore une fois, on a eu beaucoup de chance, parce qu'en gros tous les guichets ont dit oui, y compris les régions, le CNC, en plus de ce qu'on avait par exemple sur Elle l'adore. Donc ça a pris 2-3 mois de financement, j'imagine, truc comme ça. Et puis après, il y a 3 mois de préparation où il y a quand même un énorme travail qui est fait, notamment en déco. Le département de la décoration a quand même, celui qui travaille le plus pendant la prépa, parce qu'ils ont des décors à livrer, à faire parfois de toutes pièces. Puis 9 semaines de tournage, ce qui est beaucoup pour dans notre époque. Heu, mais C'était ce qui était prévu. c'est ce qui était prévu, oui, oui, 9 semaines. Hem, Avec quelques dépassements à la fin des journées, mais pas tant que ça. Moi, je déteste dépasser, vraiment, ça me fait honte vis-à-vis, de l'équipe
Parfois, on ne peut pas ne pas dépasser parce que franchement, le planning était trop serré et on le sait et on l'a prévu ce déplacement, donc ça, c'est possible. Mais j'essaye quand même, bon an mal an, de tenir les plannings par orgueil et par respect. Heu, et après, on va dire, 6 bons mois de post-production entre les différents montages. Montage image qui est le plus long, bien sûr. Après, il y a du montage son, il y a le travail de la musique, sur la musique en parallèle, le mixage, l'étalonnage. Tout ça, ça te prend quand même, pas mal de temps et après, bah, voilà, on sort, hein. Alors, vous venez de parler de la musique, c'était la question que je voulais vous poser. Vous avez confié la musique à la même personne, à Pascal Sangla, pour votre premier et pour votre deuxième film. C'est un compositeur, mais c'est aussi un acteur, c'est aussi un chanteur. Qu'est-ce que vous lui demandez? Alors c'est aussi un ami, très, très grand ami. En fait, Pascal et moi, c'est mon plus vieux «collaborateur» entre guillemets parce que j'ai fait tous mes projets avec lui, à part 10 où il n'a pas fait la musique. Sinon, il a fait la musique de tous les projets que j'ai faits depuis que je suis rentrée au conservatoire, et où j'ai fait mes premières mises en scène, où il était acteur d'ailleurs dans ce que je mettais en scène. On était, ensemble au conservatoire de musique de théâtre. Il avait aussi fait le conservatoire de musique puisqu'il n'est pas qu'un tout petit peu doué. Donc on a énormément travaillé ensemble, Pascal et moi, depuis très longtemps, donc on se connaît quand même vraiment bien et là, j'avais un thème de lui que je connaissais, avant Pupille, et je lui ai dit, «Je pars de là, voilà, je pars de ce thème. Je pense qu'il faut que tu en écrives un autre, mais je pars de ce thème-là. C'est une couleur du film». Donc il a commencé à tourner autour de ce thème, à se quand quelque part il a fait germer ce terme pour l'emmener, ailleurs et après ça, c'est ce que j'avais moi avant le tournage. Donc pendant le tournage, ça m'arrivait de l'entendre, de l'écouter et je savais, il y avait au moins une séquence où je savais quelle serait. J'en avais pas beaucoup d'idées de musique avant, mais cette séquence qui est celle, après la rencontre entre le bébé et Élodie Bouchez, ils se rencontrent. C'était pour moi un moment qui devait être un moment climax du film et après elle part en voiture avec le personnage de Sandrine Kiberlin qui l'amène au domicile de Gilles Lelouch pour retrouver le bébé. Ce trajet en voiture était le seul moment musical, dans ma tête dès l'écriture. Voilà. Après je savais qu'il y aurait des moments musicaux, mais je savais pas où et je savais pas trop comment. Mais donc on est parti de ce thème-là et après Pascal, il va monter, moi j'adore tellement la musique et la musique de Pascal dans les films que je et en même temps j'adore tellement les dialogues que j'ai beaucoup de mal à mettre de la musique quand les gens en parlent, parce que je trouve que la partition sonore des voix, des silences, des respirations, et du montage son derrière, fin, me suffit, me comble et j'ai pas envie de mettre de la musique, en soutien parce que je trouve que c'est parasitant pour mon oreille. Mais par contre, quand la musique est là, j'en ai très, 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 très envie et je veux qu'elle prenne toute la place. Donc les gens ne parlent pas généralement ou très peu et ça devient l'élément principal de la partition sonore. Donc on avait travaillé, sur différentes couleurs. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Pascal qui a un potentiel émotionnel très fort dans ses musiques, aussi dans la tension. Moi, je demande souvent, c'était pareil pour Elle l'adore, à Pascal de prendre en charge une forme de tension et de suspense. Je l'aime quand il est un peu musclé, très rythmique, un peu souterrain, enfin qui soutient, la tension. Voilà, ça moi j'aime ces motifs un peu répétitifs, souvent interprétés au piano, qui est quand même son instrument de base. Des tiki-tic, tiki-tic répétitifs, un peu mécaniques comme ça, j'adore ça et puis je sais qu'il a aussi en lui, de grandes envolées, sentimentales, émotionnelles et dans Pupille, on s'est bien lâché à la fin. Voilà, pour quand enfin le personnage, d'Élodie Bouchez et le bébé peuvent donner libre cours à un abandon émotionnel, émotif, qu'on les accompagne en musique là-dedans. Mais du coup, ça fait des films, où il y a pas beaucoup de musique en termes de quantité, mais quand elle est là, elle est très là, quoi. J'ai encore deux questions que je voudrais vous poser. La première, c'est comment ça se passe au moment de la sortie? Comment ça s'est passé pour Pupille au moment de la sortie?
La deuxième, je la réserve pour après votre réponse à la première. En fait, il y a eu un accord entre il y a une concordance entre la façon dont le scénario a été reçu par ceux qui le lisaient, c'est-à-dire soit les financiers, soit les acteurs, en gros. Il y avait beaucoup d'émotions déjà à la lecture du scénario. Les gens étaient déjà un peu émotifs. Et ça a été le cas aussi quand le film a été fini, reçu. J'ai senti qu'en fait, moi, j'ai été infiniment, depuis ce premier coup de fil que j'ai évoqué avec vous, qui avait déclenché des émotions assez fortes chez moi et beaucoup d'interrogations et d'intérêt pour mon sujet. Après, pendant le scénario, moi, j'ai beaucoup pleuré aussi à l'écriture du scénario. Je pense que j'avais des émotions à mettre et que je les ai mis dans ça. J'étais dans une période émotive de ma vie et que cette émotion a traversé les étapes. Je dirais pas pendant le tournage, parce que le tournage, c'est pas un moment de laisser aller du tout. Donc moi, j'étais pas émue au tournage, j'étais une espèce de machine vigilante qui devait sortir les séquences de terre les unes après les autres. Par contre, à l'issue du montage, j'ai bien vu que l'émotion était restée. Voilà, elle avait traversé le temps. Et donc, ça a été un accueil, bah voilà, très émotif des gens. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Je ne sais pas pourquoi mon émotion première a réussi à passer jusque-là. C'est un peu mystérieux. Je me dis que le sujet du film a rencontré son époque aussi, un besoin des gens, peut-être. Je ne sais pas. Mais c'était un accueil, et puis je vais pas mentir, plutôt très, très, très positif. Donc évidemment que ceux qui n'aimaient pas le film ne sont pas venus me le dire tout de suite et que les quelques critiques qui avaient des réserves, les ont émises, mais elles étaient bien légitimes, mais elles étaient noyées dans un flot de choses positives pour moi. Donc le film, voilà, avait traversé des épreuves. Vous avez écrit un livre que Gallimard a publié, 80 étés. Vous avez écrit des scénarios. Vous avez filmé les scénarios que vous avez écrits. Tout à l'heure, vous avez, à plusieurs reprises dans notre conversation, vous avez parlé des voix. Ma dernière question est une question hypocrite, parce qu'en réalité, c'est une suggestion, mais est-ce que l'idée de faire ce qu'on appelait du temps où j'étais adolescent et même un peu après, un film radiophonique, c'est-à-dire en fait de faire quelque chose où vous ne travaillez que, que sur le son. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a effleuré l'esprit ou qui pourrait vous tenter? Oh oui, oui, vous avez raison. C'est vrai que moi, les voix, j'adore ça et qu'en fait, ce que vous décrivez, c'est-à-dire, de travailler, essentiellement le son, c'est déjà quelque chose que je fais au tournage. En fait, évidemment que je travaille toutes les images, mais la justesse d'une image, pour moi, vient de la justesse du son. Donc si la partition sonne, l'image sonne. Une très belle image où le son ne fonctionne pas, pour moi, c'est rien. Ça ne marche pas. Je m'en fous, en fait. C'est pas mon truc, je sais pas faire. Heu, j'entendais un jour et pourtant Dieu sait qu'il sait faire des belles images, Michael Haneke dire, «Moi je regarde le combo» ou non, plutôt j'écoute les scènes et je regarde presque pas le combo. Moi, je regarde le combo, mais je sais que je travaille qu'à l'oreille. C'est le son qui marche pour moi et ça sera pareil au montage. On fait d'abord, avant tout, même en montage image, une partition sonore et les images rentrent dedans. Heu donc une truc radiophonique, évidemment, ça serait très, très, intéressant pour moi. Après j'imagine que c'est pas si simple et qu'il y a une technique, et qu'il faudrait que j'apprenne, mais pourquoi pas, hein. C'est sur cette perspective de pouvoir ajouter une corde à votre arc que nous allons vous quitter. Je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré et de cette, comment dirais-je, de cette pas obstination, mais de cette détermination et de cette tranquillité qu'on entend dans dans vos récits et
Et au fond, probablement, ça doit être ça, ou ça devrait être ça, ce qu'on appelle l'autorité, c'est-à-dire la détermination et la douceur. Jeanne-Éric, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Notre prochain Bada ira à la rencontre du directeur de l'abbaye de Saint-Jacques, près de Saint-Malo, Johann Abivin. Johann Abivin anime ce centre culturel et spirituel fondé au début des années 2000, où l'on a pu croiser Mona Ozouf et Dominique Schnapper, Régis Debray et Israël Nizan, ou bien participer à des rencontres interculturelles entre chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, le tout dans cette Bretagne qui, à l'abbaye de Saint-Jacques, est encore nimbée de sa tradition sociale chrétienne et de la sorte de voile d'arrière-plan de rocardisme qui l'a pendant longtemps caractérisé. C'est donc la semaine prochaine, le nouvel esprit public, le Bada.